La pauvreté est peut-être contagieuse. Je ne veux pas que mes enfants s'assoient à côté de quelqu'un issu d'un foyer brisé et qu'ils aient de mauvaises idées. C'est ce que ma sœur Laurence a annoncé au dîner d'anniversaire de notre mère, en éloignant physiquement ses 3 enfants du siège où ma fille de 8 ans, Léa, venait de s'installer. Sophie, Hugo, Camille, vous vous asseyez ici avec la famille. L'autre table, c'est pour... Elle fit une pause, cherchant un mot assez cruel pour la satisfaire. Les invités. J'ai vu le visage de ma fille se décomposer alors qu'elle était forcée de se déplacer vers une petite table de jeu dans le coin, seule au milieu de 30 membres de la famille qui faisaient tous semblant de ne rien remarquer. Et quelque chose en moi, qui pliait depuis des années, s'est finalement brisé net. Ce que Laurence ne savait pas, ce qu'elle avait commodément oublié dans sa campagne pour m'humilier, c'est que j'avais passé les 6 derniers mois à documenter discrètement son naufrage financier, et que la sœur qui venait de me traiter de pauvre était à environ 3 semaines de tout perdre. La dynamique familiale était toxique depuis des années. Laurence était l'enfant préféré, de 3 ans mon aîné, avec une réussite conventionnelle, marié à un avocat nommé Grégoire qui portait sa richesse comme un costume. Ils vivaient dans un grand pavillon cossu dans une banlieue chic parisienne, conduisaient des voitures de luxe, envoyaient leurs enfants dans des écoles privées et ne manquaient jamais une occasion de rappeler à tout le monde à quel point ils réussissaient. J'étais la déception de la famille. Je m'étais mariée par amour plutôt que pour le statut, avec un homme nommé Daniel qui travaillait dans le bâtiment. Nous avions acheté une modeste maison, vivions selon nos moyens et élevions Léa en lui inculquant des principes plutôt que le goût du luxe. Quand Daniel est mort il y a 2 ans dans un accident du travail, me laissant veuve à 34 ans, la sympathie de Laurence a duré environ 1 semaine avant qu'elle ne commence à faire des commentaires sur ma situation. Ça doit être dur d'élever un enfant seul. Je suppose que tu vas devoir vendre la maison maintenant. Tu pourrais toujours revenir vivre chez maman. Non pas qu'il y ait une honte à ça. Chaque réunion de famille devenait une démonstration de sa supériorité et de mon insuffisance. Elle arrivait avec des sacs de créateurs dont je ne pouvais même pas prononcer le nom. Ses enfants exhibaient leurs nouveaux gadgets électroniques tandis que Léa serrait fort sa tablette d'occasion, son bien le plus précieux. Grégoire tenait salon en parlant d'investissement et de résidence secondaire pendant que je sirotais un unique verre de vin en essayant de me faire oublier. Mais ce dîner d'anniversaire était différent. Léa, assise seule, physiquement séparée de ses propres cousins, publiquement étiquetée comme contaminée. C'était une limite que je ne pouvais pas laisser franchir. Je me suis approchée de la table des enfants où étaient assis les enfants de Laurence, l'air incertain. « Qui veut voir la maison de tante Laurence ?» ai-je demandé d'un ton enjoué. « Oh, attendez. C'est la banque qui la possède maintenant. Peut-être qu'on pourra organiser une visite pendant la vente aux enchères pour saisie. » Un silence de mort s'est abattu sur la pièce. Le visage de Laurence est devenu blême. « De quoi tu parles ? » Je parle de la notification de saisie imminente qui a été déposée il y a 3 semaines. Celle qui est devenue publique quand vous avez manqué votre 6e paiement hypothécaire consécutif. Je me suis tournée vers les autres membres de la famille qui regardaient la scène avec un mélange d'horreur et de fascination. Laurence ne vous a rien dit ? Elle et Grégoire sont sur le point de perdre la maison. Les voitures de luxe sont en leasing et sur le point d'être reprises. Les frais de scolarité de l'école privée n'ont pas été payés depuis septembre. Ça suffit, a dit ma mère sèchement. Non, maman, ça ne suffit pas. Parce que tu n'as pas dit « ça suffit » quand Laurence a forcé ma fille à s'asseoir seule. Tu n'as pas dit « ça suffit » quand elle a dit que la pauvreté était contagieuse. Ce n'est pas à toi de décider quand ça suffit. L'information m'était parvenue par hasard. 3 mois plus tôt, j'avais croisé une ancienne collègue qui travaillait maintenant au greffe du tribunal de commerce. Au cours de notre conversation, elle avait mentionné avoir vu le nom de famille de Grégoire sur des documents intéressants, plus précisément des dossiers de saisie. J'avais été assez curieuse pour enquêter. Ce que j'avais trouvé, c'était un château de cartes qui s'effondrait depuis plus d'1 an. Grégoire avait perdu son statut d'associé au cabinet d'avocat. Apparemment, ses heures facturables avaient été fabriquées, et il avait été discrètement poussé vers la sortie plutôt que d'être publiquement déshonoré. Laurence avait caché la vérité à tout le monde, maintenant les apparences avec de l'argent emprunté et des cartes de crédit utilisées jusqu'au plafond.
Les sacs de créateurs étaient des contrefaçons, les photos de vacances avaient été prises dans une résidence en temps partagé visitée 2 ans auparavant. L'école privée des enfants? On leur avait demandé de les retirer après que le compte de scolarité soit devenu débiteur. Tout ce que Laurence avait utilisé pour m'humilier sa richesse, son statut, sa supériorité n'était qu'une illusion bâtie sur la dette et le déni. J'avais gardé l'information pour moi, non par gentillesse, mais par épuisement. Exposer Laurence n'aurait rien changé. Elle aurait simplement trouvé un autre moyen de se sentir supérieure. Mais ensuite, elle avait fait asseoir Léa seule. Puis elle avait qualifié ma fille de contagieuse. Et soudain, toutes les raisons que j'avais eues de garder le silence se sont évaporées. La confrontation au dîner d'anniversaire n'était que le début. Laurence a essayé de tout nier, prétendant que j'inventais des histoires par jalousie. Mais j'étais venue préparée, des documents imprimés dans mon sac à main, prête pour ce moment précis. Voici l'avis de défaut de paiement, dis-je en le tendant à ma cousine Margot. Voici le calendrier de la saisie. Voici le dossier du tribunal concernant le départ de Grégoire de son cabinet. Il ne poursuit pas de nouvelles opportunités, comme Laurence l'a dit à tout le monde, mais il a été licencié pour faute grave. Les papiers ont circulé dans la pièce pendant que Laurence restait figée. Tu n'avais pas le droit. Tu n'avais pas le droit de ségréguer ma fille comme si elle était porteuse d'une maladie. Tu n'avais pas le droit d'humilier une enfant parce que son père est mort et que sa mère ne conduit pas une BMW. Mais tu l'as fait quand même, alors je te rends juste l'appareil. Ce sont des affaires de famille. Ma situation financière aussi. Mais tu en discutes à chaque réunion depuis 2 ans. Tu m'as traité de fardeau. Tu as suggéré que maman ne devrait pas m'aider parce que je ne faisais pas assez d'efforts. Tu as fait en sorte que Léa se sente comme une citoyenne de seconde zone dans sa propre famille. Je me suis approchée. La différence, c'est que ma situation financière est honnête. La tienne est un mensonge. Ma mère m'a prise à part 1 heure plus tard. La fête s'était dissoute en petits groupes gênés. Tout le monde digérait la révélation. Laurence et Grégoire étaient partis brusquement, leurs enfants sous le bras, leur façade soigneusement construite en ruine. C'était cruel, a dit maman. Était-ce plus cruel que de forcer Léa à s'asseoir seule? Plus cruel que de dire que la pauvreté est contagieuse? C'est ta sœur. Et Léa est ma fille. Quand Laurence l'a attaquée publiquement, délibérément, devant toute la famille, elle a déclaré la guerre. Je n'ai pas commencé ça. Je l'ai juste terminé. Il y avait des enfants présents. Les enfants de Laurence ont tout entendu. Léa a entendu Laurence dire qu'elle ne devrait pas s'asseoir avec ses cousins parce qu'elle pourrait les contaminer. Ces enfants apprendront la vérité sur la situation financière de leurs parents bien assez tôt. Au moins maintenant, ils sauront aussi que leur tante a essayé de protéger sa fille de la cruauté. Maman n'a pas eu de réponse. Tu as encouragé Laurence pendant des années, ai-je continué. Chaque fois qu'elle faisait un commentaire sur ma situation, tu changeais de sujet. Chaque fois qu'elle étalait sa fausse richesse, tu louais son succès. Tu l'as laissé croire qu'il n'y avait aucune conséquence à la cruauté, parce qu'il n'y en a jamais eu. J'essayais de préserver la paix. Tu préservais le confort de Laurence aux dépens de Léa. Ce n'est pas la paix. C'est de la complicité. Les semaines qui ont suivi ont été compliquées. L'effondrement financier de Laurence est devenu impossible à cacher. La maison a été vendue aux enchères. Les voitures ont été reprises. La famille a été forcée de déménager dans un appartement en location, leurs enfants fréquentant soudainement l'école publique avec les enfants contaminés que Laurence avait méprisés. Je ne prenais aucun plaisir à sa souffrance, pas vraiment. Voir mes nièces et mon neveu perdre leur maison, les voir lutter avec la transition de l'école privée à l'école publique, les voir apprendre que tout ce qu'ils croyaient sur leur famille était un mensonge, rien de tout cela n'était satisfaisant. Mais j'ai trouvé satisfaction en une chose, la cruauté a cessé. Laurence n'avait plus de munitions, plus de grands pavillons à exhiber, plus de voitures de luxe à faire parader, plus de vêtements chers à montrer. Elle était juste une autre femme qui luttait pour s'en sortir, tout comme moi. Et quand nous nous sommes finalement retrouvés sur un pied d'égalité, quelque chose a changé. La première conversation sincère que nous ayons eue depuis des années a eu lieu 3 mois après le dîner d'anniversaire.
Laurence s'est présentée à ma porte sans prévenir, l'air plus diminué que jamais. On peut parler? Je l'ai laissé entrer, j'ai fait du café, j'ai attendu. J'ai réfléchi à ce que tu as dit, sur Léa, sur la façon dont je t'ai traité. Elle fixait sa tasse. Je ne sais pas quand je suis devenue si cruelle. Je repense aux choses que j'ai dites, aux choses que j'ai faites, et je ne me reconnais pas. Quand est-ce que ça a commencé? Je crois que ça a commencé quand tu as épousé Daniel. Tu étais si heureuse, si sûre de toi. Tu n'avais pas besoin des choses dont j'avais besoin, le statut, les apparences, la validation. J'étais jalouse. Jalouse de moi? Tu avais tout. J'avais l'apparence de tout. En dessous, j'étais terrifiée. Grégoire courait toujours après la prochaine promotion, le prochain client, le prochain gros coup. Quand tout s'est effondré, je n'ai pas pu y faire face. Alors, j'ai redoublé d'efforts pour faire semblant. Et plus je faisais semblant, plus je t'en voulais d'être authentique. Alors tu t'en es prise à ma fille. Je m'en suis prise à tout le monde. Mais Léa était la cible la plus facile parce qu'elle me rappelait ce que j'avais perdu. L'innocence, peut-être. Le contentement, la capacité d'être heureux sans avoir besoin que tout le monde le voie. J'ai laissé le silence s'installer. Je ne te demande pas pardon, a finalement dit Laurence. Je ne le mérite pas. Je voulais juste que tu saches que je comprends maintenant ce que ça fait de tout perdre. Ce que ça fait d'avoir des gens qui te regardent avec pitié et jugement. Je comprends. Comprendre ne suffit pas, je sais. Mais c'est un début. La reconstruction a pris du temps. Laurence et moi ne sommes pas devenus proches du jour au lendemain. Il y avait trop de dégâts, trop d'années de blessures accumulées. Mais nous avons commencé à communiquer honnêtement, sans la performance de supériorité et d'insuffisance qui avait défini notre relation. Ses enfants et Léa ont commencé à passer du temps ensemble, du vrai temps, sans la ségrégation que Laurence avait imposée. Il s'est avéré qu'ils avaient beaucoup en commun une fois les barrières artificielles supprimées. Ma mère, observant ce dégel inattendu, m'a demandé un jour si je regrettais ce que j'avais fait au dîner d'anniversaire. Non, ai-je dit honnêtement. Je regrette que cela ait été nécessaire. Je regrette que Laurence ait dû tout perdre avant de pouvoir voir ce qu'elle était devenue. Mais je ne regrette pas d'avoir défendu Léa. Je ne regrette pas d'avoir dit la vérité. Ça aurait pu détruire ta relation avec Laurence de façon permanente. La relation que j'avais avec Laurence ne valait pas la peine d'être préservée. Elle était bâtie sur son mépris et mon silence. Ce que nous construisons maintenant, c'est plus difficile, mais c'est réel. Le mois dernier, la fille de Laurence, Sophie, a invité Léa à sa fête d'anniversaire. C'était une fête simple, pizza et film dans leur modeste appartement de location. Rien à voir avec les productions élaborées que Laurence organisait autrefois. Mais Léa est rentrée à la maison rayonnante, racontant à quel point elle s'était amusée avec ses cousins. Tante Laurence a été gentille, a-t-elle dit, surprise. Elle m'a posé des questions sur l'école et elle a vraiment écouté. Les gens peuvent changer, ma chérie. Tu penses qu'elle a changé à cause de ce qui s'est passé à l'anniversaire de mamie? J'ai réfléchi attentivement à la question. Je pense qu'elle a changé parce qu'elle a finalement dû faire face à la personne qu'elle était devenue. Parfois, les gens ont besoin qu'on leur tende un miroir pour qu'ils voient clairement leur propre comportement. C'est pour ça que tu as dit ces choses? Pour lui tendre un miroir? J'ai dit ces choses parce qu'elle t'a fait du mal et que je ne pouvais pas laisser passer ça. Mais si ça l'a aussi aidé à se voir, alors peut-être que quelque chose de bon est sorti de quelque chose de douloureux. Léa s'est assise avec ses cousins au repas de Noël cette année. Pas de ségrégation, pas de commentaires sur la contamination, pas de hiérarchie basée sur une richesse qui n'existait plus. Laurence a croisé mon regard de l'autre côté de la pièce et m'a fait un petit signe de tête. Une reconnaissance, peut-être, ou de la gratitude. J'ai hoché la tête en retour. Nous n'étions pas amis. Nous ne le serions peut-être jamais, mais nous étions de nouveau des sœurs, d'une manière qui semblait plus honnête que tout ce que nous avions eu auparavant. Ma sœur avait refusé de laisser ma fille s'asseoir avec ses enfants. Elle avait dit que la pauvreté était contagieuse. J'avais exposé son empire en ruine devant tout le monde. Maman a dit que c'était cruel, mais la cruauté,
c'était de forcer une fillette de 8 ans à manger seule parce que son père était mort. La cruauté, c'était d'enseigner aux enfants que certaines personnes sont inférieures à cause de leur compte en banque. La cruauté, c'était de se construire une fausse vie pour mépriser les gens qui vivaient des vies réelles. Ce que j'ai fait, c'était juste la conséquence. Et parfois, les conséquences sont exactement ce dont les gens ont besoin pour devenir ce qu'ils auraient toujours dû être.